Bonjour à tous, eh bien pour cet épisode numéro 8, nous allons parler de Cloud Atlas, le très controversé Cloud Atlas. Pour m'accompagner, nous avons Nicolas. Bonjour. Clément. Aloha. Et Christian. Salut. Alors, pour commencer, on va faire peut-être une petite présentation du film, pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui n'auraient pas eu l'envie d'aller le voir. Alors c'est étonnant parce que, en guise de présentation du film, je trouve que c'est un film qui est assez imprésentable. C'est un film qui n'appartient qu'à lui, qui ne rentre dans aucune vraie catégorie, si ce n'est peut-être la catégorie Wachowski, et encore, vu qu'ils ne sont pas les seuls réalisateurs. De quoi parle le film ? Là encore, on va se casser la figure si on tente une explication en 3 mots. C'est un film extrêmement multiple, c'est un film qui raconte non pas une mais différentes histoires, en l'occurrence 6 histoires différentes à 6 époques différentes. C'est un film qui est varié sur ses narrations, qui est éclaté sur sa construction, mais qui est centralisé sur sa thématique. Alors, quelle thématique ? Alors, en guise de thématique, on a des sujets qui sont chers au Wachowski. On va y retrouver l'oppression, on va y retrouver la découverte de la liberté, fût-ce par des moyens violents. On va y retrouver des choses comme la découverte de l'opportunité, le chemin initiatique. Le bien et le mal, tout simplement. Oui. Un certain manichéisme à chaque fois d'un monde qui lutte entre deux forces, le bien et le mal, vraiment, c'est très clairement mis en avant là, hein, comme souvent, comme dans le Matrix par exemple, où vous aviez l'agent Smith contre Neo. Là, on retrouve encore un peu ce dualisme qui est très présent. Et aussi le fait que chaque acte a des conséquences. Alors oui, l'un des intérêts, au-delà de la morcellisation de chacune des scènes qui s'imbriquent les unes dans les autres, finalement, il existe des conséquences, comme tu disais, un fil rouge qui transparaît d'une époque à l'autre, puisqu'il y a du constant va-et-vient entre les 6 histoires, qui se retrouvent par tout un ensemble de points de repère qui nous sont donnés à travers des personnages, à travers des archétypes, à travers des symboles, à travers des clins d'œil. Et tout ça, c'est un fil rouge auquel le spectateur peut et doit se rattraper, parce qu'au début, il faut bien dire que on le noie, le spectateur, et on le noie pas qu'un peu, dans la mesure où on prend en pleine poire les 6 époques à travers des scènes rapides, et on n'a absolument aucun point de repère ou aucune branche à laquelle se raccrocher. Voilà, donc parce qu'il faut quand même bien resituer la chose. C'est que voilà, il y a quand même 6 histoires à 6 époques différentes et avec un fil rouge donc. Et donc il faut quand même déjà bien le dire. À chaque époque, il y a un héros différent avec toujours les mêmes protagonistes, mais avec un héros différent, avec des caractéristiques différentes. Donc c'est assez intéressant parce que c'est assez initiatique. C'est-à-dire en gros qu'on va démarrer avec une personne où c'est ce qui fera les découvertes. Voilà, il y aura l'idéaliste. L'apprenti, voilà, oui. La personne qui fait des découvertes, etc., etc. Enfin, bon, bref, il y a plusieurs personnes qui représentent différentes personnalités qui sont retracées dans différentes époques. L'une des choses extraordinaires à travers ces 6 époques, on pourrait croire que le nombre d'acteurs est extrêmement multiple du fait de non pas 1 mais 6 films finalement. Et il n'en est rien, vu que les Wachowski et le 3e réalisateur dont j'ai oublié jusqu'au nom ont relevé le pari de faire jouer non pas 1 mais plusieurs rôles à la plupart des acteurs, qui vont jouer pour les plus importants entre 2 et 5 ou jusqu'à 6 personnages parfois. Alors on les reconnaît souvent ou pas, c'est d'ailleurs un grand jeu à la première lecture du film. Il est à noter qu'il y a un travail colossal je dirais presque de modelage des acteurs, vu que ça n'est plus du maquillage à ce niveau, c'est du grand art. C'est une caractérisation des acteurs telle que le personnage est visuellement différent, à tel point que vraiment il est très improbable de pouvoir reconnaître chacun de ces acteurs en première lecture. On pourrait dire que c'est un film puzzle, mais que c'est aussi un film caméléon finalement. Parce que finalement, à chaque fois, ils vont changer d'apparence. C'est assez marrant de voir, vraiment, c'est un film presque
mutant, en fin de compte, qui évolue sur... Mais d'ailleurs, vraiment c'est tout à ce fait. qui a été quand même pas mal critiqué hein, pour les personnes qui ne l'ont pas aimé. C'est ça qu'ils ont quand même critiqué, c'est que, en gros, il faut s'amuser à trouver qui est l'acteur, qui joue ceci, qui joue cela. Et du coup, je pense que pour certaines personnes, ça a quand même dû les déstabiliser et se dire, finalement, je suis. Non, disons qu'ils n'ont pas suivi l'intrigue du film et ils se sont plus amusés à reconnaître les acteurs. Donc du coup, ils en ont peut-être finalement perdu la substantifique moelle de, de ce film. Et donc, peut-être pour ça qu'il n'a pas plus fonctionné que ça, quoi. Il y a souvent diverses catégories lorsqu'on parle d'une histoire, que ce soit en bouquin, que ce soit en film ou autre. Là, on est dans un type d'histoire où les choses ne sont pas prémâchées. C'est-à-dire que le spectateur doit fournir un effort intellectuel pour comprendre, pour remettre les choses en place. On a vu, par exemple, je pense à un film avec un fond complètement différent, mais avec une forme qui peut s'apparenter à Cloud Atlas. Je pense à Memento, entre autres, où le film est monté à l'envers et où il faut justement, au fur et à mesure des scènes, remettre les choses en place pour comprendre, pour percevoir. Et il y a ce constant effort de la part du spectateur qui fait que on ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. Par exemple, il est peu probable qu'on ait profité à 100% de la bande originale en première lecture, puisqu'il faut qu'on soit éveillé et actif pour remettre les choses en place, pour savoir qui fait quoi, pour essayer de comprendre quels sont les fils rouges à travers les époques. Bref, c'est un film où, si on a dormi 4 heures la nuit précédente, ou qu'on a une journée de boulot chargée, il n'est pas la peine d'essayer de le voir. On peut dire que ça dépend du point de vue, je pense, parce que il y a des gens qui vont aller le voir, qui vont peut-être pas forcément comprendre tout au film, et puis finalement, à la fin, il va y avoir donc ce dénouement, et puis voilà quoi, et puis ils vont peut-être le trouver bien sans forcément avoir compris, parce que ne serait-ce que pour l'image, ne serait-ce que pour les jeux d'acteurs, ne serait-ce que pour l'histoire qui finalement, finalement, de toute façon, on a la conclusion, on a compris le truc, on est content, on s'en va chez soi, on a passé un bon moment, et puis fini. Après, il y a des personnes un peu comme nous, qui aiment finalement vraiment bien comprendre tout le film, les tenants, les aboutissants, les scènes qui vont les unes avec les autres, les personnages qui vont les uns avec les autres. Moi, je me place résolument dans une catégorie de... Je dis jeu. La façon dont j'appréhende le cinéma, c'est en tant que spectateur actif et acteur. Je ne pourrais pas me résoudre à aller voir un film, me poser passivement, le regarder pendant 2 heures défiler devant mes yeux et me dire à la fin c'était sympa, je passe à autre chose. Mais il y en a qui le font. Et moi, c'est ce que je fais aussi. Et pourtant, j'ai apprécié ce film-là aussi. Je pense qu'il a simplement une- un cachet différent. Voilà. Il est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est moins commun, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'il va être forcément. Il faut simplement avoir une ouverture d'esprit qui va te permettre d'accepter ce film tel qu'il est présenté. On est habitué à avoir un film linéaire. Là, c'est un film qui est en apparence déstructuré. Donc, du coup, ça peut paraître compliqué. Alors qu'en réalité, je trouve simplement que ce qui fait que le fil conducteur qu'on a dans le film, c'est pas que les... Enfin, si, il y a les indices, les objets qui vont traverser les époques, qui vont faire qu'on va comprendre le lien, et puis le déroulement aussi dans l'évolution de la trame, en fin de compte, pour arriver jusqu'à la révélation et, je sais pas, le sauvetage finalement de l'humanité, hein, enfin, ce qu'il en restera en fin de compte. Mais ça, c'est fait par les réalisateurs. C'est eux qui ont sciemment mis ce fil rouge, ce fil d'Ariane qui va nous guider. Ils nous prennent par la main quand même, quelque part. T'es pas balancé non plus complètement dans la nature là-dedans. C'est vrai qu'au premier abord, tu vas être déstabilisé. Mais néanmoins, le film te prend en chemin. Après, chaque cycle historique qu'on suit ont une évolution qui est cohérente. Tu arrives à suivre les 6 histoires les unes derrière les autres. Ils ne cherchent pas à te perdre, c'est ce que je veux dire. Mais c'est un film riche, donc du coup le départ démarre sur quelque chose qui peut paraître lourd. Et il y en a peut-être qui ne vont pas accrocher au départ parce que on est un peu surpris d'avoir 6 débuts quasi simultanés les uns derrière les autres. C'est peut-être ça qui peut... Puis il faut imbriquer en plus toutes ces histoires, donc c'est pas forcément facile, tu sais, surtout dans une première vision, quoi. Imbriquer chaque histoire de chaque époque, de chaque personnage, etc. C'est pas évident non plus, hein. Même moi, la première fois que je l'ai vu, j'avais pas tout compris et j'avais pas. Enfin, il y a des liens que j'ai fait au deuxième visionnage. Voilà, moi je pense que le film il est riche.
il n'est pas compliqué, c'est juste qu'il est riche et du coup on peut pas, si on essaye, hein, s'il y a peut-être certains cerveaux assez intelligents qui arrivent à tout cerner dès le premier coup, mais nous quatre qui l'avons vu par exemple, on n'a pas forcément vu toutes les subtilités à la première vision, mais ça ne nous a pas empêché d'en apprécier le film pour autant. C'est vrai. Donc, Parce qu'il y a aussi le style aussi qui nous plaît. Personnellement, moi, tout ce que les frères, frères et la sœur ont fait, j'ai toujours adhéré, quoi. Toi, j'ai adhéré à leur style, aux messages qu'ils voulaient faire passer dans leurs films, des messages qui sont assez récurrents, mine de rien. Voilà, enfin, comme un exemple tout bête, mais voilà, quand on voit le Sunmi, là, donc la petite chinoise qui est en train qui se nourrit du corps des autres, c'est exactement ce qui se passe, par exemple, dans Matrix, toi. Dans Matrix, ils se nourrissent du cadavre des morts, enfin, c'est dans les champs. Voilà, bon, voilà, ce que je veux dire, c'est il y a quand même le style des frères et sœurs Wachowski, voilà, faut bien le dire. Et ben, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a apprécié, quoi. Parce que je pense que tout le monde, on aime tous les films qu'ils ont fait, quoi. Je pense pas me tromper. il y a quoi. quand même quelque chose, c'est vrai, qui différencie ce film de Matrix, c'est parce que on a vu, il me semble, les résultats dans, voilà, dans, dans la distribution, comment on dit déjà? Le box-office, ouais. Ouais, le box-office, et ils en ont eu au moins 5 millions, c'est Pour ça, pour Matrix. Matrix, oui, Matrix, Et c'est 5 même millions. pas 1 million. Ah non, pour. C'est vrai que, et pourtant, je veux dire, ceux qui ont aimé les premiers, tu dis pourquoi il n'y en a pas autant pour celui-là, par exemple. Au moins autant, tu vois. Ben, je vais te dire franchement, moi, déjà, bon, donc les frères et sœurs, bon, à l'époque c'était les frères. Alors, les frères, à l'époque, on ne les connaissait pas. Ce qui s'est passé, moi, en tout cas, ce que je me souviens très bien, c'est j'étais allé voir Cube, à l'époque où il était sorti, et il y avait eu la bande-annonce, le trailer de Matrix avec la scène du commissariat. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? Et donc là, ça te dit, on a envie de le voir. Il y avait, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un trailer qui était bien foutu, avec une scène qui est marquante et qui dit, bon, ben, je vais aller le voir ce film. Cloud Atlas, je crois pas, ou peut-être, non, je crois pas avoir vu une seule bande-annonce de ce film. Alors oui, il y a un point qu'il faut aborder, c'est celui de la communication qui a été faite sur ce film. Et je sais pas vous, mais moi, la communication de Cloud Atlas, sans loupe, je la vois pas. Non, ouais, c'est ça. Hein. Moi, Et pourtant, c'est vrai que je vais assez souvent au cinéma depuis quelques Mais mois, c'est ça, ouais. et je n'ai pas vu, je dois bien l'avouer, une seule bande-annonce sur le film. En tout Peut-être- cas, en salle. J'en ai peut-être vu une seule, mais je ne suis pas certain si c'était en salle ou sur Internet. Alors, bon, enfin bref, je sais pas. D'ailleurs, c'était pareil pour Speed Racer. Hein. Speed Racer, moi, je n'avais pas entendu parler. Hypothèse que j'ai simplement, peut-être qu'ils n'ont pas voulu mettre un gros budget pour la com en France ou en Europe parce qu'il a eu un échec déjà et qu'ils ne voulaient pas miser sur ce cheval, entre guillemets. Puisque là, il est Ben sorti non, à parce peu près que, 5 ans attends, après. non, je suis pas d'accord, parce que quand même, il y a souvent, maintenant, la majeure partie du temps, les films qui sortent aux États-Unis sortent relativement en même temps en France, quoi. Je veux dire, à quelques jours, ou peut-être, aller au pire, un mois après. Là, c'est 5 mois. C'est-à-dire que tu vas pas me dire que le moment où le film est sorti, le 8 octobre aux États-Unis, ils ont anticipé sur le fait que, ah ben non, ça va pas fonctionner tout de suite en France et on va pas le distribuer. Je pense que la distribution, elle est quand même étudiée bien plus en amont et ils le décident bien avant, quoi, toi. Ça m'étonnerait que ce soit qui se sont dit tiens, on va attendre on va voir comment ça fonctionne aux États-Unis, puis on va aller peut-être le mettre 5 mois plus tard en France parce que bon, ça a été tout ci coup ça. Toi, je pense pas, ça m'étonnerait beaucoup. En tout cas, là, on atteint péniblement pour l'instant les 300 000 entrées. Mhm. Après quoi, 15 jours, 3 semaines de box-office en France? Ici, ça fait c'est de mars, ça fait quasi même pas 3 semaines. Ouais, ça fait 3 semaines. Mais il a déjà été rayé des programmes. Ah oui, il y est plus, oui, distributeur. Mais il faut savoir ça que ce n'est pas je m'étais renseigné à ce sujet, ce n'est pas une conséquence immédiate de la fréquentation des salles, c'est décidé généralement en amont, avant le jour J, et c'est décidé par les cinémas eux-mêmes, en accord avec la distribution des films en fait, au sein des chaînes nationales. Et je pense qu'ils font écho à d'autres chiffres aux États-Unis ou autres, en disant il n'a pas beaucoup marché, on va le laisser une semaine, peut-être 2, mais pas davantage. Oui, c'est ça. Et c'est triste parce que parmi les gens que je connais, il a d'excellents retours ce film, et mon avis fait partie des excellents. J'ai passé un très très bon moment à le voir et à le revoir, et pourtant
de toute évidence, nous ne sommes pas représentatifs du public français. Je pense que c'est un film ovni, en fait, et qu'on ne lui a pas donné sa chance. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est le genre de film qui ont besoin d'être vus par certaines personnes et après que ces personnes l'aiment, en parlent et après les gens à qui on en a parlé vont le voir. Tu vois, ils vont le voir et donc je pense que c'est plutôt voilà, l'effet escargot quoi. C'est tout doucement mais sûrement. Bah, il y a aussi le fait de sa réputation, le fait qu'il ait été décrié aux États-Unis lors de sa sortie. Je pense qu'il y a eu un impact aussi forcément donc, sur la communication aujourd'hui en France, quoi. Oui, ça serait intéressant de savoir comment il a été mis en avant aux États-Unis aussi. Est-ce qu'il a été plus mis en avant aux États-Unis et donc de ce fait, s'il a eu des mauvaises entrées avec une bonne communication, bon bah à ce moment-là, en effet, peut-être qu'en France ils se sont dit, oula, attends, on va peut-être pas. C'est vrai qu'on déborde un peu du contenu du film là, mais le film mérite finalement parce qu'il a un statut un peu particulier. C'est un film un peu blockbuster en théorie. Ce sont les Wachowski, donc qui ont déjà été réalisateurs de films à succès, comme Matrix donc. Dedans, il y a des acteurs quand même connus, Tom Hanks, Hugh Grant, Hugo Weaving, voilà. Oui, voilà. C'est peu de le dire, Voilà, c'est une sacrée brochette. C'est des pointures quand même qu'ils ont mis là-dedans. Et vu, je veux dire, la qualité visuelle du film et puis de toute la réalisation derrière, il y a eu des cacahuètes de mise dedans, quoi. Ils attendaient quand même au minimum de rentrer dans leurs frais, quoi. Puis, Et là, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir le quasi-anonymat pourtant autour du résultat, enfin du film là tel qu'il est distribué. C'est étonnant quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai que sur le papier, finalement, tout était réuni pour que ça fonctionne. Je veux dire, au niveau des acteurs, des réalisateurs, enfin, il y a quand même je veux dire, derrière le nom, il y a quand même du lourd. Une aura, oui. Et finalement, que le film passe un peu à trappe, bon, c'est décevant, peut-être pas pour nous, mais bon, disons que je pense qu'il n'a pas eu le mérite, le succès qu'il méritait. Bah, c'est quand même, je suis d'accord, mais en même temps, c'est quand même symptomatique finalement, parce que ça fait quand même depuis V pour Vendetta en français, que ça dure. Parce que V pour Vendetta, vu qu'il y a eu Matrix avant, il n'a eu que 600 000 entrées. Ensuite, il y a eu Speed Racer, qui en a eu que 100 000. Et là, maintenant, Cloud Atlas, qu'on a que 300 000. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est une hémorragie, quoi, là, qui se passe. Ça va plus, quoi. Mais donc, Speed Racer, Que se je l'ai pas passe-t-il vu, mais bon, c'est un concept assez différent de ce qu'il y a eu par le passé, quoi. Speed Racer est aussi un ovni qui ne se... Comment dire ça? Qui a du mal à montrer comment il peut être aimé. C'est-à-dire que c'est un film qui a toutes les... Je fais une toute petite parenthèse sur Speed Racer, qui a toutes les apparences d'un film de voiture, film de tuning, film de bourrin, film pas intéressant pour pas mal de gens. Et il n'est pas facile d'aller voir ses amis en disant « Ça, je l'ai vu, faites-moi confiance, fermez les yeux, allez-y, vous allez passer un bon moment. » Parce qu'effectivement, il a pas l'apparence d'un type de film vers lequel je me dirige spontanément. Bah, je pense en fait que les Wachowski sont des réalisateurs qui ne feront pas l'unanimité. Parce qu'on le voit déjà, c'est vrai, le fait même déjà que non, comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié son ancien nom de quand il était homme, Larry, ouais. Je veux dire, c'est pas commun. Et de faire un changement de sexe, voilà, de passer de homme à femme, là en l'occurrence, ça montre quand même qu'ils ont une liberté de ton, de traiter de choses qui feront pas. Ils n'ont pas peur d'aller hors des sentiers battus, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Parce que là, je veux dire, ça montre quand même un sacré caractère, hein, je veux dire, pour accomplir ça dans sa vie personnelle. Et je trouve que ça se ressent aussi au niveau des films, dans le sens où qu'on prenne Matrix, c'est du kung-fu, du manga, du cyber, enfin un truc futuriste, c'est du fantastique, mine de rien. Je veux dire, dans l'enrobage, je veux dire, qui ne connaît pas le truc, tu dis, wow, au départ, tu sais, nous, par exemple, tu nous as parlé tout à l'heure de la bande-annonce que tu as vue en 99 quand il est sorti, je m'en souviens aussi, mais c'est parce que nous, on baignait déjà un petit peu dans cet univers, film d'action aussi, parce que voilà, c'est un film d'action aussi, entre autres. Et du coup, ça a attiré. Il y en a qui se diront, ouais, c'est un film stupide parce qu'il n'y a que de l'action, parce que c'est souvent un peu l'antithèse. Alors que là, je trouve que ce film-là, il mêlait un petit peu les deux. Il y avait une recherche d'idées quand même dans le film, et aussi de l'action. Dans Speed Racer, juste pour aller vite, c'est un peu pareil. C'est quand même inspiré d'une série animée japonaise hein, à la base. Hein. Donc c'est avec des couleurs saturées, vraiment très
pas facile à aborder. Je veux dire, comme tu disais, tu peux le conseiller, dans l'absolu, tu peux le conseiller parce qu'en fait, c'est un film familial en réalité. Tout à fait. Vraiment, hein, le concept, ça traite d'ailleurs, même le thème, c'est la famille, hein, au final. Hein, on voit l'équipe soudée autour de. Voilà, donc le fond en réalité est très. Et moi, il me fait penser un peu à Cars, universel, quoi, toi. mais C'est un peu les dans le même apparences style. visuelles sont pas faciles d'accès. Et là, juste pour finir, pour en revenir sur Cloud Atlas, c'est carrément dans la réalisation qu'ils ont changé quelque chose dans la narration. Puisque là, voilà, on est parti sur, comme on a un peu cité au départ, un côté puzzle, où ben, ça peut aussi dérouter encore, quoi, en fin de compte. C'est... Finalement, en fait, c'est que dans Code Atlas, c'est plus l'histoire qui est fil rouge, c'est un peu les personnages qui le sont. Tu vois, on se base que sur les personnages et plus forcément sur. Enfin, disons que l'histoire est sous-jacente, mais on s'intéresse vraiment beaucoup plus à celle des personnages, tu vois, durant Je l'histoire. dirais même que, à mon avis, là c'est vraiment une de mes opinions du film, c'est que ça traite de l'humanité et des différents visages qu'on peut, et on peut le dire au sens propre comme figuré dans ce film, que l'humanité peut montrer. Et on le voit à travers une évolution chronologique dans les différentes époques qui vont être embrassées dans le film. Et du coup, voilà, c'est peut-être ça aussi qui peut déranger. Il n'y a pas un personnage principal, Voilà, il n'y a c'est ça. pas une histoire principale, on suit oui, vous pouvez penser au Roi Lion, l'histoire de la vie, quoi, entre guillemets. C'est vrai, c'est un petit peu ça, hein, l'histoire de la vie humaine. Qu'est-ce que c'est que... En fait, le personnage, c'est tout le monde, c'est l'ensemble des personnages. Oui, quoi. mais c'est ça. Ça c'est compose que un personnage, quoi. C'est exactement ça. C'est un ensemble d'histoires et de personnages qui vont. Bon, alors, il y a aussi, on pourra en parler un peu, l'aspect réincarnation, enfin, de retrouver ça, on pourra le traiter aussi après. Mais c'est ça, c'est un ensemble qui est formé d'une multitude de petites choses, quoi. Heureusement que on trouve à travers chaque histoire et chaque époque la présence d'archétypes dans lesquels on retrouve les personnages. Et ces archétypes, eux, sont les mêmes d'une époque à une autre. Et on peut s'amuser à classer les personnages dans ces archétypes qui se retrouvent. Et ça, c'est un sacré point de repère qu'on décèle au fur et à mesure et auquel on peut se raccrocher pour ne pas se noyer. Mais là, tu me lances une perche, hein, parce que si c'est pour parler du côté... On voulait aborder dans le débat le côté élitiste du film. Mais ça, justement, je trouve que là, tu me donnes une perche, parce que les réalisateurs ont voulu parler de quelque chose de foisonnant, mais ils mettent une grille de lecture, si tu es attentif, qui t'aide. Ils te donnent beaucoup de choses pour t'aider à suivre ce gros volume de... C'était ça où il dépassait pas les 30 spectateurs. Oui, peut-être, c'est vrai aussi. Mais ils n'ont pas non plus. Tu disais tout à l'heure que le spectateur, les réalisateurs prenaient le spectateur par la main. Ils lui tendent un doigt tout au plus. Mais on a quand même un sacré boulot à faire. Hein. Oui, c'est... Parce que ça se voit pas du premier coup d'œil. Non, mais quand même, ce qui est difficile, c'est on n'a pas l'habitude de voir, en fin de compte, quelque chose d'éclaté. Mais quand même, nous tous, globalement, on a compris le fil du film. On a compris où c'est que ça voulait en venir, quand même. Même si on n'a pas pu retenir tous les détails et toutes les liaisons logiques qu'ils voulaient mettre dans chaque époque. Je comprends, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans le film. Moi non plus, hein, franchement, j'avais pas tout saisi. Mais ça m'avait pas empêché de comprendre le sens du film. Je pense quand même que. Alors, moi, j'ai apprécié cette narration éclatée, cette narration en étoile. Mais je pense quand même qu'on tient là l'élément principal, au-delà des thèmes, au-delà de la multinarration, qui a été la cause de l'échec du film en termes de box-office. Ouais, c'est vrai, parce que je pensais à ça. Parce que je me dis, quelqu'un qui veut aller voir un film d'action, il va être déçu parce qu'il n'y a pas que de l'action. Quelqu'un qui veut peut-être de la comédie, mais bon, si on va voir un Wachowski, on pense peut-être pas à ça. Là, il va en avoir. Tout l'aspect narratif sur l'époque contemporaine est très comédie, quelque part. Oui, mais c'est là où je veux en venir. Mais c'est que ça représente qu'une part de Cloud Atlas. Tout à fait. Du coup, ça peut être le verre à moitié vide ou à moitié plein. Soit tu considères que c'est vraiment chaque chose. Justement, ça dépend de ton approche du film en fin de compte. Hein. Soit tu vas voir, ah mais il n'y a que ça, c'est pas suffisant, et du coup tu vas être frustré. Soit tu vas le voir dans son ensemble et prendre tous les morceaux, et là tu vas pouvoir avoir une satiété, si j'ose dire. Peut-être que ce genre de film, ça va être un peu comme certains auteurs qui ont, auteurs de livres, pardon, je veux dire, qui ont sorti des livres à leur époque et qui finalement n'ont pas fonctionné du tout.
et que peut-être que dans quelques décennies, ces films-là vont être revus Ce sont des avant-gardistes. avec une mais oui, mais peut-être. Je veux dire, peut-être que après, avec une autre vision de la vie ou de ce que tu veux, va peut-être émerger, quoi. Toi, c'est peut-être pas au cinéma, c'est peut-être pas dans l'instant T qui va fonctionner, mais peut-être plus tard, comme Peut-être, certains livres ouais. qui se sont passés où il avait écrit, ça n'a pas fonctionné, et puis finalement après, ce sont devenus de grands auteurs. La que l'on chance connaît, des, quoi, toi, des comme, films, c'est qu'ils ont une deuxième vie avec le home vidéo, le home cinéma, je veux dire. Donc peut-être Entre autres, qu'il y aura sur le long terme, je veux dire quelque chose. Parce C'est qu'honnêtement, ça. dans l'absolu, on en a parlé avant de faire l'émission, on ne voit pas de défaut majeur en soi. Il n'est pas raté, il n'a pas de mauvais jeu d'acteur, vraiment. Même si c'est pas forcément tous les plus talentueux, c'est jamais défaillant au point de dire que c'est un nanar. La réalisation est belle. C'est vrai, en soi, il n'a pas de défaut objectif. Son seul petit défaut serait son accessibilité. Je campe sur mes positions, Mhm. mais ça ne m'a pas empêché de l'apprécier. Mais Je dis simplement qu'il n'est pas forcément calibré pour le plus grand nombre. Qu'est-ce que vous faites là? Sans que je sache pourquoi, quand j'ai ouvert cette porte et que je vous ai vu, Une puissante impression de déjà-vu m'a transpercé jusqu'aux os. C'est ça, la musique que j'ai entendue en rêve. je viens de la rencontrer et pourtant, je suis tombé amoureux de Louise Arrey. Notre vie n'est pas la nôtre. Nous sommes liés aux autres, dans le passé, le présent et l'avenir. Je suis persuadé qu'un autre monde nous attend. Un monde meilleur. Et c'est là-bas que je t'attendrai. Non, on peut parler un peu du film en lui-même. Mhm. Je pense que là, on a parlé un petit peu autour. Moi, j'avais une petite question. Qu'est-ce qu'apporte à l'époque de Frobisher, donc celui qui fait le Septuor Claude Atlas, qu'est-ce que ça apporte dans le cheminement du fameux personnage unique que représentent toutes ces époques? Alors Frobisher, lui ou son époque? Son histoire. Son histoire, parce que bon, en plus, c'est une histoire qui est enchevêtrée avec celle qui se passe plus tard avec Six Mix, voilà. Donc, mais bon, on va dire déjà à cette époque-là, en Belgique et tout ça, comment on peut l'interpréter ça? Qu'est-ce que ça rajoute en fait, dans l'édifice? Mon idée, c'est qu'il y a la musique, il est compositeur, et cette musique, en tout cas, on va la retrouver plus tard après, C'est ça. et que elle va évoquer des choses, il me semble, à plusieurs personnages, des émotions. Donc la musique, elle traverse les époques, mais elle a toujours le même impact. On le voit avec Ali Berry, là, qui va chez le disquaire et Oui, par exemple. qui entend donc ce Septuor. Est-ce qu'on l'entend où? Après, on l'entend donc chez Papa Papa Song. Song, là, voilà, le bar. Même au travers de la musique, ça apporte Il y a pas quelque que ça, chose. Là, c'est vraiment, ouais, quand on creuserait dans le détail. Honnêtement, même là, après la deuxième vision, j'ai pas encore tout saisi. C'est vrai, c'est un effet millefeuille, hein, le film. C'est intéressant parce qu'il y a quand même l'autre là, le compositeur, le vieux là, comment il s'appelle? Je ne me souviens plus de son prénom. Enfin bref, que Frobisher utilise pour monter son sonnet, son Septuor, je veux dire. Il entend dans un de ses rêves quand même la musique qui va se passer dans le Néo-Séoul. C'est-à-dire qu'en gros, il va être clairvoyant. Ça montre aussi que donc même des personnages qui ne sont pas mis en valeur dans cette époque-là ont quand même un rôle finalement, tu vois. Mais là, c'est carrément un rôle temporel, quoi. C'est-à-dire, Ah, mais il y a un côté mystique après dans le film qu'on adhère ou pas, hein, mais c'est ce qu'ils utilisent un peu comme voix, parce que c'est ça, c'est qu'en gros, pour être la réincarnation, même si c'est pas clairement mis en avant, ou des échos, c'est ça, c'est des sortes d'échos qui traversent même le temps. le temps. Et pas dans le sens chronologique en plus, parce que là, a priori, c'est vrai que dans l'histoire, le compositeur qui va être assisté entend une mélodie qui, lui, dans l'image qui va se former mentalement, serait en fait la représentation de quelque chose dans le futur. Donc, ouais. Oui, parce qu'en fait, je crois que c'est ce qu'elle disait, Sunmi, c'est que quel que soit le temps, quelle que soit l'époque, il n'y a pas de notion, voilà, c'est ça, il n'y a pas de notion de temps. C'est-à-dire que ce soit dans le passé, que ce soit dans le futur, que ce soit,
que ce soit n'importe quand, cette idée, tu sais, voilà, il y a ceux qui sont révoltés, ceux qui sont, et il y a des méchants, tout ça, c'est immuable, ça sera toujours là. Il y aura toujours cet aspect du bien contre le mal. Je pense que ça montre juste que c'est toujours le même message, quelle que soit l'époque. Je sais plus qui a dit ce qu'on fait dans sa vie trouve un écho dans l'éternité. Mais ce film en est l'exacte illustration. C'est dans Gladiator. C'est bien plus ancien que ça, je crois. C'est Il le dit aussi, en tout cas. Ce que vous faites dans une vie résonne dans l'éternité. Juste avant d'aller se battre contre des hordes de barbares. Et pour en revenir à ta question, au-delà du côté transversal, la fonction transversale de cette époque de Frobisher, on trouve aussi dans la seule histoire des années 30 qu'il traverse plusieurs des thèmes centraux du film. Le côté initiatique, c'est quand même quelqu'un qui a quand même pas mal de casseroles à la base. Il est homosexuel, il est déshérité, il tombe sous la coupe d'un maître chanteur, il a du mal à se faire entendre alors qu'il a du talent. C'est quelqu'un qui au départ est diminué et qui tâche néanmoins de trouver sa voie. Donc on retrouve cette idée de révolte, on retrouve cette idée de combat, on retrouve cette idée d'affranchissement, on retrouve cette idée d'émancipation qui sont des thèmes chers au Wachowski. Oui, je suis d'accord, parce que c'était ça, se penser à le côté émancipation, parce qu'on voit l'esclave dans l'époque d'esclavagisme qui va s'émanciper. On voit donc là, en l'occurrence, l'artiste homosexuel qui va quand même vouloir échapper à son destin parce qu'il a été renié par sa famille en tant que tel, hein, c'est ça en fin de compte. Et du coup, sa vie, sa déchéance, elle est quand même due au fait qu'il est banni parce qu'il est homosexuel dans les années 30. C'est ça quand même qui est la tragédie de sa vie à lui. Après, tu as Alberi dans les années 70 qui, elle, est quand même donc une femme moderne parce qu'elle est dans l'époque où il y a eu la lutte féministe pour mettre vraiment en avant la liberté des femmes. Et on peut aller plus loin. J'ai pas fait si, après, on peut aller justement au niveau des anciens aussi, nos aïeux. Là, on va tous les mettre dans l'hospice et tout ça, alors que non, eux, ils vont vouloir prendre quand même leur liberté, leur droit de vivre. Et justement, la liberté, c'est même quelque chose qu'il a dit à un moment donné, c'est quand on n'avait plus de liberté qu'on se rendait compte à quel point c'était quelque chose de précieux. Et ça, c'est un des fils conducteurs. Par exemple, on le voit traverser toutes les époques. Après, même avec Sonmi, si je me rappelle bien de son prénom, elle est carrément même plus une être humain conçue naturellement, mais elle est une être humain quand même. Et elle va quand même donc être réveillée à cette conscience de liberté et à pas être un truc qu'on met aux oubliettes ou pire, enfin encore. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très fort, je trouve, dans le film, ça. Parce qu'on le voit à travers toutes les époques, franchement. Hein. De toute façon, si on devait ne citer qu'un seul thème dans cette œuvre des Wachowski, ce serait le besoin de liberté, je pense. Oui, c'est ça. Et d'accepter la différence aussi. Parce qu'on voit quand même beaucoup de... ouais, c'est la liberté et la tolérance. Ouais. Vraiment, ça peut paraître bateau, mais c'est vrai que le fond du thème, c'est universel et c'est important. C'est vrai qu'on le... Là, donc voilà, la couleur de peau, de sexe, d'origine, tout ce qu'on voudra, de foi, tout y passe. De nature. En fait, c'est du batraquage, quoi. C'est que on te dit 6 fois, en gros, que la liberté, c'est important, quoi. Certes, mais à travers 6 regards, 6 fenêtres et j'exagère exprès. 6 chemins différents, et c'est ce qui fait la richesse de l'œuvre, je pense. Ouais, je suis d'accord, c'est ça, c'est qu'on a... c'est comme quand tu veux voir, par exemple, une œuvre, ça sera soit en général de la comédie, soit du drame. Mais pourtant, il y a des tas et des tas et des tas de nuances qui existent. C'est ce qui fait qu'il y a des œuvres, je veux dire, infinies, parce qu'il y a toujours une petite nuance qui fait qu'on peut toujours traiter de la même chose. Là, c'est pareil, le thème est fondamental, la liberté, la tolérance, mais il le traite de cette manière-là, qui est intéressante, je trouve. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que là, après, ce thème de liberté, quand c'est vraiment 106 années plus tard, donc dans le futur vraiment... après a priori un problème nucléaire, a priori, je crois que c'est ça, c'est qu'il y a eu une explosion nucléaire. Que je comprenne, c'est quand c'est Néo-Séoul ou c'est encore plus non, après, le post-apocalyptique. Le post-apocalyptique, donc j'imagine que c'est par rapport donc, à ce qu'on voit dans l'autre époque avec les centrales nucléaires qui veulent faire péter exprès, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que là maintenant la liberté, elle n'est plus par rapport à une pression humaine, mais là c'est par la pression environnementale aussi.
Tu vois, ils veulent partir sur une autre planète parce qu'ils ne peuvent plus vivre sur cette planète. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une addition de tout ce qui s'est passé dans ces différentes époques qui a amené après finalement à être même plus libre de pouvoir vivre sur sa propre planète. Oui, Et parce donc qu'il y de a devoir eu partir. des dominances de mal, si j'ose dire, qui ont fait que ça a amené ça sur l'environnement même de l'humanité. I think I heard this before. I can't imagine how. I doubt there's more than a handful of copies in all of North America. But I know it. I know it. This is the type of movie that was so much fun to make because of the people that were in it. We all play 6 roles, and yet all of our roles are connected somehow. They said you're going to play 6 different characters. One is a man, and then one is a Jewish German woman. And I thought, wow, that was thrilling as an actor and a huge challenge. What are you reading? Just trying to understand why we keep making the same mistakes over and over. My agent said they're offering you 6 evil cameos. I was quite intrigued by that. They're all very gripping stories, and they're told by brilliant, important filmmakers. Action! In moments like this, I imagine us meeting again and again in different ages, different lives. Sachant qu'en plus le mal est aussi donc représenté par parce que c'est vraiment incarné. Hugo Weaving, et que lui aussi il est toujours omniprésent pour faire vaciller cette liberté. Jusqu'à la fin, toi, même quand il est en diable là, tu sais, en gros il veut faire capoter toujours le truc, quoi. Tu vois, quand il y a Libéry qui va dans la montagne et tout ça, il veut en gros que ça ne se passe pas, quoi. C'est un peu comme dans comment ça s'appelle, Destination Finale. Un peu, voilà, il y a la mort qui sera là, qui veut toujours, qui veut arriver à son but, c'est-à-dire tuer les gens. Destin, voilà, c'est le destin. Il faut que lui il soit là pour dire non, tu ne le feras pas, il sera toujours là, quoi. Et la liberté sera quand même. Non, c'est vrai que le personnage d'Hugo Weaving, c'est plus dans la fatalité, notamment dans son rôle, par exemple, dans Neo Séoul. On sent bien qu'il est là vraiment pour endiguer, pour étouffer cet espoir. Pareil quand il est en 1900, donc pour reprendre ces mots, là, sur l'ordre naturel, toujours là dans l'optique de briser cet élan de liberté, le castrateur en fait. Voilà, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il avait exactement le même archétype dans Matrix. Tout à fait, j'y pensais bien. John Smith était exactement cet aspect-là des choses, celui qui cantonne, celui qui cadre et celui qui empêche de pouvoir aller au-delà de ce qui est prévu. Mais dans Matrix, ça pousse encore un peu plus loin parce qu'il va au-delà de ça après, il va au-delà de ce concept pour devenir lui-même une entité à part entière. Oui, c'est intéressant de voir qu'il s'émancipe dans l'anti-liberté. En plus, ce qui est bien, c'est que voilà, j'allais dire Smith, non, Hugo Weaving, lui, il représente donc plutôt la part intérieure, donc c'est l'opposition entre la liberté et donc pas la liberté, donc l'oppression, quoi. Donc pas la liberté, quoi. Et donc lui, comment il s'appelle déjà le personnage de Hugh Grant, quant à lui, représente la face, on va dire, lobby, c'est-à-dire en gros qu'il fera tout pour arriver à ses fins et donc arriver à se faire de l'argent, même s'il faut passer par là par une catastrophe naturelle, enfin non naturelle plutôt, une catastrophe nucléaire si on comprend bien le film. Et donc on voit bien que tout au long du film, il presse les gens de façon à ce qu'ils lui rapportent quelque chose, donc en l'occurrence de l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que on constate finalement que tout au long du film, et même plus particulièrement à la fin du film, donc quand ça se passe 106 après le Nouveau Séoul, ici, il va jusqu'à cannibaliser les personnes pour arriver à ses fins, quoi. Voilà. Et donc, il joue le chef de tribu qui est violent, qui tue tout le monde, qui mange ses victimes. Vous voyez, donc ça va vraiment jusqu'à un point assez extrême. On passe de la métaphore dire qu'on passe du côté de la métaphore à vraiment au côté à l'acte lui-même. Bah d'ailleurs, ça fait référence à un thème, enfin une phrase qu'il répète plusieurs fois dans le film, que
le faible et de la chair pour le fort, quoi, pour le nourrir. Voilà. Et on le voit tout à fait vraiment de manière très... C'est explicite. C'est clairement ça qui nous montre à la fin avec le cannibalisme. Ouais. Ça nous est annoncé tout au long du film d'ailleurs, hein. C'est aussi un thème central, métaphorique la plupart du temps, et parfois parfaitement pratique à l'époque 1800 et quelques, ou à l'époque de Néo-Séoul, avec des aspects différents. En clair, Hugh Grant, en fait, il joue le prédateur dans le film. Il est un prédateur. Oui, il est là pour aller... il va cerner une proie, son frère, je sais plus, dans la première époque. Enfin, il a toujours quelque chose, une cible en tout cas. Le profit vraiment en ruinant une ville entière, voire un continent avec l'explosion atomique envisagée, enfin la catastrophe nucléaire. Mais il se fichera d'avoir des victimes tant qu'il arrivera à ses fins, quoi. Et moi, je voulais juste dire pour Hugo Weaving, pour moi, c'était l'incarnation. Comme dans les... C'est le yin et le yang en fin de compte. Lui, il est la force qui doit garder l'ordre. Il n'est pas le prédateur, hein. Lui, il y a un ordre des choses. Il est le contrepoint. Il est là pour que les choses restent en ordre. Oui, parce que c'est exactement ce que tu disais pour Smith dans Matrix. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est vraiment la même chose. Le même rôle, oui. Parce que quelque part, l'idéaliste, donc la personne qui va... et la personne qui est jugée comme l'incarnation du chaos, à savoir celle qui va apporter du changement, qui va bouleverser les choses. La personne ou le concept ou l'archétype qu'il faut justement contrer si on veut de la stabilité et de l'ordre. Mais c'est ça, c'est que c'est un système dynamique qu'on nous présente. C'est que ça fait pas l'apologie de il faut qu'on ait qu'on soit illuminé à la tolérance et tout ça, même si je pense les réalisateurs et nous-mêmes on penche vers ces valeurs-là, mais c'est pas tout le monde qui penche dans ces valeurs-là, et que la vie, on va dire, de l'humanité et même globalement là, c'est un côté un peu mystique, ça prend vraiment encore cette histoire de rapport de force entre le yin et le yang, qui est un rapport de conservation et un rapport de dynamique, de révolution, de changement. Et en fin de compte, c'est ce rapport entre les deux qui façonne l'existence, on va dire. C'est vraiment comme ça que j'ai pu le comprendre à travers le film. Je suis assez d'accord, oui. À chaque époque, en fait, Hugo Weaving joue l'opposé du personnage qui est mis en avant, quoi. En fait, du bon personnage, on va dire, qui est mis en avant. C'est à chaque fois, lui, en fait, il est juste, comme tu dis, le yang du yin, quoi. Lui, il est extrêmement permanent sur l'ensemble du film. Quels que soient ses 6 rôles, c'est une même fonction. Et on prend un malin plaisir à dire, ah, Hugo Weaving, c'est bon, c'est mon repère, je sais qu'il est là pour rétablir l'ordre par l'oppression de l'initiative. Et forcément, il doit être stable. C'est son rôle, hein. Donc c'est normal qu'on le retrouve comme ça, de manière tout le temps identique, d'époque en époque. Et nous qui le taxons bêtement de méchants. Quels ingrats. Franchement, il est génial. On adore aimer les méchants. Franchement, on l'aurait pas, les autres, ils n'auraient pas de valeur s'ils avaient personne en face d'eux. Tu vois, il n'y aurait pas de héros s'il n'y avait pas de méchants en face. C'est le principe du meilleur ennemi. Exactement. Moi, il y a un personnage aussi que j'aimerais bien qu'on parle, justement, c'est de Tom Hanks, qui est quand même un personnage à travers le temps qui est assez ambivalent. C'est-à-dire, il passe de quelqu'un de fourbe, de quelqu'un de quelconque, de quelqu'un d'impulsif, et qui passe après, de quelqu'un de scientifique, qui va aider quelqu'un, qui va penser à aider. Et après, on tombe sur un Tom Hanks qui est sage, quoi, qui devient sage et qui aide, finalement, qui arrive à s'ouvrir à ce message, quoi. C'est le dernier maillon de la chaîne, quoi. Il arrive à capter le message et à enfin se révéler dans l'histoire. Et c'était pas gagné, parce qu'à la base, on nous le présente quand même comme un gardien de chèvre, un pagu, faut bien dire ce qui est, quelqu'un qui a, en termes de langage, en termes de comportement, en termes de civilisation tribale, n'est quand même pas extrêmement avancé. Heureusement que les Wachowski vont au-delà des clichés et nous présentent comme quelqu'un capable d'évolution et capable de sagesse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font, et donc dans cette époque-là où il y a un pagu, donc, mais aussi avec toutes les autres époques. C'est ça qui est intéressant, quoi. Ça montre aussi quand on veut de l'argent, la cupidité. La cupidité. Voilà, la cupidité. Et on le voit tout le long aussi, ça. C'est un des 7 péchés capitaux en l'occurrence. Voilà. C'est, je veux dire, avec les boutons en émeraude, là, je sais pas quoi, enfin, je sais pas qu'est-ce que c'était en fait. Oui, les boutons du gilet. Voilà, les boutons du gilet, puis après, tu sais, il est dans la forêt, puis tiens, il retrouve un truc, un petit caillou bleu scintillant. Oui, ça, c'est un nombre de d'ailleurs, il y a aussi lorsqu'il prend un certain anneau, et son petit précieux. Oui, c'est vrai. Pareil, ouais, quand il est
quand il est aussi le caïd, là, celui qui jette le gars par la fenêtre, bah, pourquoi il le jette par la fenette? Parce qu'il a une mauvaise critique et parce qu'en fait il se fait pas de fric avec ce qu'il a fait, quoi. Finalement, qui c'est qui en profite après? C'est l'opportuniste. Donc, je sais plus comment il s'appelle cet acteur là. Voilà, Jim Broadbent. C'est ça que c'est une évolution intéressante au sens où on s'attend que dans la version où Tom Hanks est Zachary, donc qui est censé être primaire, finalement c'est justement tout le contraire, notamment quand il est civilisé entre guillemets, donc quand il est auteur de son bouquin, finalement il agit très primairement, pareil pour quand il est cupide. Enfin c'est quand même finalement c'est vraiment l'opposé en fait, c'est la partie justement où il est censé être entre guillemets primaire, donc justement c'est tout le contraire. En gros, ça peut faire voir que bon, si on met entre parenthèses la dernière époque, ça montre que la cupidité peut avoir beaucoup de visages, quoi. Ça peut avoir quelqu'un qui est par exemple docteur, tu vois, quelqu'un voilà, des mérites, qui peut être aussi le caïd, auteur, enfin se disant auteur, on va dire, hein, et qui peut être aussi complètement neutre et être le groom, le réceptionniste. La cupidité a plusieurs visages, quoi. C'est pas juste la cupidité, c'est la cupidité et la personne qui est derrière et comment il agit pour arriver à ses fins, donc pour avoir de l'argent, des choses qui brillent, quoi. Et pour survivre aussi. Parce que finalement, dans l'époque 106 après l'ère de Séoul, il se cache, c'est quand l'autre il se fait tuer, c'est tout au début. Tu parles toujours de Tom Hanks, là ? Oui, Tom Hanks. Quand il se fait égorger, l'autre, bah, lui il se cache pour rester en vie aussi. Donc il y a cet esprit aussi de rester en vie. Mais c'est vrai que contrairement à ces autres personnages, la version primaire, il réprime vraiment en fait ses sentiments. Tu vois, dans sa version auteur, je veux dire, là il va pas du tout réprimer sa colère, l'autre sa cupidité ou non, je pense que le personnage en lui-même est vraiment intéressant par son opposé, peut-être pour sortir du cliché ou voilà, pour peut-être en faire un personnage inattendu en fin de compte. C'est vrai que quand il joue le professeur, c'est vrai qu'on s'attend pas à ce qu'il vienne l'aider, quoi. Enfin, on l'a connu comme quelqu'un de vil, peut-être dans le côté négatif, et puis là, paf, il joue le gars qui va aider Alberi, mais on se demande pourquoi, quoi, finalement. Toi, ça nous met, tiens, il a quand même une part de gentillesse dans cet homme-là. Bon, après, il s'est dézingué, mais bon, c'est... Pourquoi? Moi, je te donnerai une réponse, hein, quand même. C'est tel que je l'ai compris. C'est parce que... c'est tel que je l'ai compris. Je ne sais pas si c'est... C'est simplement que au fil des époques, c'est forgé une sorte de mythe. Tu vois, parce qu'on voit à chaque fois, comme le film, tu sais, qui va influencer Son Nui et puis sa collaboratrice qui va se faire tuer là, avec le collier, voilà. Ou d'autres, ou alors le discours de Son Nui en elle-même, ou même, en fait, tu vois, c'est parce qu'on arrive à la fin du cycle, c'est la dernière période historique là dans l'histoire, et du coup, tu as réellement ce côté, il s'est forgé une sorte de mythologie et une sorte de prophétie, tu vois, qui va vraiment réussir à l'influencer dans le bien, entre guillemets. C'est un peu le fruit de tout ce qu'on a vu dans toutes les époques qui amène cet homme qui auparavant, dans ses incarnations précédentes, on va dire dans les époques précédentes, était souvent dans le mauvais ou dans l'égoïsme, on va dire. Il a pensé à lui, tu vois, et à son profit propre, à devenir quelqu'un de généreux, tu vois, ou au moins à accorder sa confiance à l'autre, même s'il est différent, parce que là, c'est ça, c'est qu'il se télescope entre une société high-tech et lui qui vit dans un monde primitif, quasiment. Et c'est moi je le vois comme ça, c'est grâce à tout ce qui s'est passé avant, grâce à ce cheminement-là, que ça amène un homme tel que lui à pouvoir se dépasser et à ne pas penser qu'à sa propre personne, et pour son propre bien au final, parce que ça apporte du bien. D'ailleurs on le voit parce qu'il a des prédictions, il voit des choses qui se sont passées dans le passé par rapport à l'histoire de ses vies antérieures. Ah oui, on le voit, les flashbacks, il a des moments, il a des flashbacks, et donc justement ça fait voir qu'il prend en compte inconsciemment de tout ça, quoi. Ouais, c'est une interprétation intéressante, oui. D'autant que je dirais que cette époque-là est une époque d'accomplissement, tant dans la chronologie que dans l'état naturel des choses, et également au niveau mystique, c'est-à-dire que c'est une époque de conclusion, de bilan, en fait.
Oui, on passe à une nouvelle ère, en fait, grâce à tout grâce à cette révolution qui s'est déroulée dans les ères précédentes. Là, ça va vraiment permettre de... Bah, il change même carrément de planète, hein, pour le coup, carrément. Et c'est un nouveau départ pour l'humanité dans l'histoire. C'est vrai. On peut imaginer que ça sera sans fin. Il y aura à nouveau des choses, des forces opposées, de conservation, de prédation, des forces violentes et agressives ou dures, rigides, qui vont lutter contre ça. Là, c'est parce que c'est un petit peu comme un renouveau. Mais on peut le voir, moi là j'extrapole, mais comme ayant après dans ce nouveau monde, l'humanité va à nouveau devoir faire face à elle-même, quoi. Sun Mi nous l'a dit, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Friday the 15th, we made sail with the morning tide. I have begun to fear I may never hold my beloved in my arms again. My dearest Sixsmith, I accidentally got hooked on a journal written in 1849 by a dying lawyer. My only problem is that the pages cease mid-sentence. A half-finished book is, after all, a half-finished love affair. What are you reading? Old letters. Trying to understand why we keep making the same mistakes over and over. Action! Cloud Atlas. All of our roles are connected somehow. Every one of them plays a specific and yet connected beats. The idea of making a movie where we are one soul that travels through many lifetimes, we're all connected to one another, that was thrilling as an actor and a huge challenge. What are you doing in here? As each story evolves, you start to see how they all link, and that's incredibly exciting. There's a momentum that builds up from these interlocking stories where one story is sort of blending into the next. And so you have a sense of connectedness of human beings throughout the ages. You really feel something viscerally from it. They have made all of these connections. One character would lay the foundation of it, another character would continue it. That then propels you on to the next story. You fall, I'll catch you. I think you'll want to watch this movie more than once. You will be taken. J'aimerais aussi maintenant aborder un autre sujet, une chose qui se répète dans pas toutes les époques, mais dans la majeure partie des époques, c'est la relation amoureuse entre Sun Mi et Adam Ewing, donc celui qui est Jim Sturgess. Voilà, il y a cette relation-là amoureuse qui est quand même qui traverse les époques et que il y a quand même beaucoup de barrières qui se mettent entre eux. Ça démarre dès le départ, donc on le voit qu'ils sont mariés avec la fille de Hugo Weaving, et donc c'est Sun Mi. On les voit une fois après encore, on les voit dans Neo Séoul. Donc du coup, à travers les époques, cet amour-là, comme par hasard, se reconduit d'une époque à une autre. Bon, après, je pense que c'est d'autres thèmes abordés, mais donc Sun Mi qui est une sorte d'androïde, on va dire, avec un être humain, on peut considérer ça comme contre nature, comme la version avec Frobisher et Six Feet en fait. Tu vois, le côté homosexuel, c'est interdit. Le côté, c'est aux amours interdits, quoi. Il y a aussi la transgression, en fait. C'est un petit peu ça, finalement. C'est que ça va être... On est obligé de... Comme il le disait, à un moment donné, justement, le compositeur, là, avec celui qui va réécrire, eh bien, il parlait d'un abîme entre les deux personnes qu'on pense être infranchissable, qui en fait serait qu'une illusion. C'est un petit peu ça. Là, par exemple, pourquoi est-ce que l'amour entre un homme et un homme, par exemple, dans le cas de l'homosexualité, serait quelque chose d'impossible. Voilà, quelle est cette frontière, quelle est cette illusion qui les bloque, qui les sépare. Et pareil, entre une clonée, je crois que c'est ça, je crois qu'en fait c'est une clonée, elle est humaine quand même. Mais bon, pas de la même caste, entre guillemets, selon comment on nous présente la structure sociale dans ce monde futuriste. Oui, mais c'est vrai que ça traverse... Et puis aimer un gars qui se révolte, donc au début des années 1850, c'est l'amour entre la personne qui se révolte et Sun Mi, elle, par amour, le suit. Par amour et puis d'ailleurs, si on veut parler des élans positifs, il y a aussi justement entre l'esclave et puis l'avocat,
Là, c'est pas de l'amour, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a par contre une solidarité aussi. Une solidarité qui arrive à dépasser aussi les codes de la société, là, en l'occurrence, de la société humaine du moment, quoi. On peut également trouver des valeurs positives des Wachowski à travers le perso de Tilda Ewing, qui, lorsque son époux revient auprès d'elle, le suit d'accord par amour, mais également réussit à s'émanciper de son père, qui visiblement l'a terrorisé et la tenait sous son joug. Tout comme Sonmi, d'ailleurs, qui va se dégager là, c'est carrément des règles mortelles. C'est-à-dire qu'elle va quand même décider de transgresser au risque de sa mort. Là, c'est encore plus poussé, hein. C'est plus extrême encore. C'est pour ça que la période qui traite de cette période futuriste arrive à une certaine apogée avec Sonmi, puisque là, on est réellement dans... on risque notre intégrité complète, quoi. C'est si tu transgresses, tu meurs, quoi, vraiment. Comme tu deviens... tu n'es même plus rien, quoi, en fait, quoi. Sinon de la viande, a priori. Et il y avait un aspect aussi que je voulais dire, moi, c'était au niveau du corps. C'est ça, parce que là, on parle beaucoup de l'esprit des individus, mais il y a aussi, je trouve, j'ai trouvé que dans le film, on mettait en avant les corps, ne serait-ce que par le travestissement des acteurs, là, qui avait ça, qui avait aussi tout un aspect, même dans leur apparence, sur les tatouages, sur les implants, ça montrait, je trouvais aussi, un aspect varié de ce qu'est le corps humain et de comment on le vit, surtout. Par exemple, là, donc, dans le cas de l'homosexualité, puisque au niveau sexuel, c'est le tabou, on va dire, hein, le plus... comment on va dire, qu'on retrouve le plus facilement. Donc là, on le voit traité dans un des thèmes. Bon, après, on le voit moins, c'est surtout mis en avant là. Mais même, par exemple, il y a des scènes de nus où on les voit faire l'amour, on les voit vraiment nus. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit le corps s'exprimer dans le film, voilà, de différentes manières. Donc, dans le cadre amoureux, mais pas que ça. On voit aussi le sang, et quand il y a des scènes de violence, il est clairement apparent. C'est pas caché, c'est pas gore, hein, on va pas dire de là, mais disons que la violence sur le corps, on le voit, enfin si, parce qu'il y a quand même des armes contendantes, ils sont tranchés, le gars qui tombe voilà, ce que je veux dire, c'est que ça fait aussi partie de la représentation de l'humain. Et je voulais l'aborder parce que j'imagine que Lana Wachowski a une conscience du corps très très forte du fait que justement elle a fait le choix de changer de sexe et que pour elle il va y avoir une idée de l'humanité et de comment on vit notre humanité même dans notre corps très forte. Et je trouvais que par le jeu des acteurs où on leur donne des rôles différents mais avec des apparences très diverses et aussi avec des expressions, donc voilà, par le biais, nous on ne fait plus trop, à part pour ceux qui veulent faire des tatouages, je veux dire, pour un peu se la péter, enfin c'est moins marqué, mais là ça exprimait vraiment quelque chose derrière, voilà, soit à travers des implants, soit à travers l'expression de sa sexualité, quels que soient les tabous ou non, ou ou même, donc voilà, la violence que le corps peut subir, ça rentre vraiment dans ce qui est aussi l'humain. Je trouvais que c'était très présent, moi. Ça m'a sauté, en tout cas, ça m'a sauté à l'esprit. Oui, et puis en plus, il y a toutes les époques de l'être humain qui sont représentées, quoi. Toi, tu as la vieillesse, tu as la jeunesse, tout est représenté et mis en scène d'une façon différente et très intelligente, quoi. Je veux dire, voilà, l'évasion des quinquagénaires, tu vois aussi... oui, c'est ça. Le chef pas le chef d'orchestre, là, le gars le compositeur, voilà, qui est vieux, mais voilà, qui est opportuniste. Tu vois, donc la jeunesse qui se soulève dans le Néo-Séoul, parce que c'est quand même deux jeunes, hein, ils sont jeunes, quoi. Tu vois aussi, comme tu dis, ouais, c'est transsexualisme, non, c'est pas ça, mais les transformations. Voilà, tu vois, on voit par exemple Hugo Weaving qui joue ils se travestissent là. Voilà, ils sont travestis, ouais, ils jouent une gonzesse, matrone, quoi, voilà. Pareil pour. Excellent. D'ailleurs, trop drôle. D'ailleurs, il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais il y a, en tout cas, une bonne partie des acteurs qui jouent des hommes. Tu vois, par exemple, celle qui joue Alberi qui joue par exemple le scientifique qui va enlever le collier
Le médecin chinois. Le médecin chinois là qui va enlever le collier de son ennemi, voilà, en tout cas, on sait pas s'il est homme ou femme, mais bon. En tout cas, elle a une moustache. Voilà. Ah, il a une moustache. Bon, voilà, donc c'est un homme. Après, oui, c'est un clone made in Korea. Ah, voilà. Oui. C'est bien parce que finalement, ils font jouer toutes les personnes avec une diversité dans le corps, dans l'âge, dans l'esprit. C'est vraiment. Voilà, on voit l'humanité même dans toutes ses formes. C'est ça qui est vraiment et qui est génial. Franchement, c'est un film généreux, je trouvais. Il donne vraiment beaucoup de. C'est difficile de pas aimer le film quand même une fois que tu l'as. Enfin, si tu acceptes de l'écouter, quoi, en fin de compte. Si tu acceptes de te laisser. Justement, c'est un peu en ça, on disait, est-ce qu'on se laisse, si on se laisse guider ou pas guider, mais il n'empêche que c'est. Il faut commencer par accepter le film avant d'aller plus loin, je dirais. Ouais, voilà. C'est ça. Et après, tu peux piocher où tu veux. Et finalement, le film, il est un peu, prendre ce qui te plaît. En tant que produit, une victime lui-même de dont on parlait tout à l'heure. Quoique là, pas tant. Ce que je veux dire là, pour le film, c'est le formatage. On est habitué à être formaté, à voir tel ou tel truc. Là, c'est un film qui sort des cadres. Voilà, vraiment. Et du coup, c'est pas qu'il sera compliqué, mais il est tellement différent que du coup, il y a une barrière. Tu vois, une barrière, la fameuse barrière invisible. Ben là, on l'a un petit peu finalement. C'est marrant, c'est assez représentatif. Parce que je veux dire, il n'y a pas besoin d'être super intelligent. Quoi. Franchement, pour le comprendre. Ah non, c'est pas ça, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de barrières, même je veux dire, dans la vie réelle, dans notre vie actuelle, et finalement c'est assez représentatif, je trouve. Quoi. Toi, dès qu'il y a un peu de changement, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, ça a du mal à transpercer les murs, quoi, toi, enfin, à vouloir aller au-delà du mur, toi. Je sais pas si vous avez cette image où il y a le gosse qui est devant une grille, toi, et qui veut passer derrière la grille. Puis en fait, il suffit juste de prendre du recul et finalement la grille, elle fait juste 1 mètre sur 1 mètre, il faut juste la contourner pour aller de l'autre côté. C'est un peu la même chose là. Non mais je fais une image, voilà, tu rigoles, mais je fais une image, mais en gros c'est ça. C'est que, comme tu dis, on est tellement formaté, on manque de recul pour pouvoir apprécier finalement quelque chose de nouveau, qui propose un message nouveau d'une façon différente. Et en plus qui brasse beaucoup de choses. C'est surtout ça, je pense, qui a desservi le film, quoi, toi. Ouais, parce que tu vois, un film élitiste, des fois, moi, ma définition, c'est que des fois, c'est un film qui peut paraître chiant, hein, et qui en réalité, si tu as une autre approche, ne va pas l'être. Là, pourtant, tu t'ennuies pas du début à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que c'est une définition un peu trop stricte, enfin trop étroite que je donne de l'élitisme, mais là, je trouve pas qu'il le soit parce que il est pas facile, il est pas difficile à regarder. Tu vois, à comprendre, ouais, il l'est peut-être un peu parce qu'il y a beaucoup trop d'infos pour pouvoir tout emmagasiner en une seule fois, mais il n'est pas difficile à suivre quand même. Tu vas, franchement, il dure presque 3 heures. Moi, à chaque fois qu'on arrive vers la fin du film, j'ai pas l'impression d'avoir passé 12h30 déjà devant le film, franchement. J'ai peut-être utilisé le mot élitisme à tort et à travers, mais j'aurais peut-être dû dire peu accessible. Mais là encore, il y a matière à débat. Ouais. Certes, effectivement, il n'est pas élitiste au sens du cliché qu'on a d'élitisme, des films d'art et d'essai chiants, sous-titrés en serbo-croate, compréhensibles par 40 personnes dans le monde. Bref, juste de cliché. Mais effectivement, il est accessible dans ce sens qu'on peut y piocher à boire et à manger et qu'on ne s'ennuie pas. Certes, il serait plus difficile à cerner qu'à accéder finalement. À l'identifier, il est peut-être dur. Parce qu'on est tellement habitué, comme j'en reviens encore à mon image de formatage, on est tellement habitué à voir un truc que là, il n'est pas. C'est vrai, comme on l'a dit, même nous, au départ, dans la présentation, on avait du mal à le présenter. On a réussi à trouver un peu quelques concepts après pour un peu pour éclairer, quoi, dire un peu comment il se présente. Mais c'est vrai que il est victime presque de son authenticité, finalement. Tout à fait d'accord. En fait, c'est marrant parce que ça me fait penser à un autre film aussi qui avait eu un peu ce même problème de compréhension. C'était Inception. Parce que Inception aussi, je me souviens que. Mais pourtant, il a eu du succès, lui. Il a eu du succès. Il faudrait vérifier. Il a cartonné, hein, faudrait vérifier, mais moi je sais que j'avais eu quand même beaucoup d'échos différents, quoi. Comme quoi, ouais, bah, j'ai rien compris, je me suis endormi, quoi, en gros, et bon, bah, bof, quoi. Parce qu'en fait, il demande quand même une certaine attention.
Toi, ce film. Oui. Non, mais il est super ce film. Hein, moi, je le trouve énorme. Mais je sais que moi, j'ai eu des échos comme quoi les gens ils disaient ouais, bof, c'est pas top parce que bon, voilà, c'est un truc qu'on comprend rien, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, à Comme propos tu dis, il est du pas spectateur, acteur, actif. Voilà. On n'est plus habitué, actif. de par ce formatage, à être un spectateur actif. Et ben, quand on nous demande autre chose que de la passivité, et ben, il n'y a plus qu'une partie des personnes qui se lèvent. Ah, parce que là, il est plus que divertissant. Il l'est, parce que franchement, on rigole, il y a de l'action, on s'ennuie pas. Il est divertissant, mais il est aussi intéressant, parce que il fait parler. Comme là, voilà, je sais pas depuis combien de temps on y est, mais il y a plein de choses à en dire finalement de ce film-là. C'est... Oui, il y a énormément de choses à dire. Après, on parle. Voilà, on a dit la chose qu'il ne fallait pas dire. Il fallait pas dire que dans Cloud Atlas, il y a beaucoup de choses à dire. Ça clôt le débat. Voilà. Et à propos de clôturer le débat. Ouais, Voilà. c'était 10 heures. Bah, Hein. Donc maintenant, on va pas clôturer sur le fait que qu'est-ce que vous en avez pensé chacun du film, parce que de toute façon, vous avez bien compris qu'on l'a Si, tous on peut, apprécié. On peut donner si. On peut donner, Si, voilà. Je pense que ça peut être sympa. Ouais. Je vais donner simplement un élément qui est très pertinent chez moi. J'ai extrêmement peu de DVD à la maison et celui-ci fera partie du lot dès qu'il sortira. C'est une preuve. Voilà, bah moi je dirais que un peu dans le même genre, je n'ai que des Blu-ray où il y a des chefs-d'œuvre et bah, celui-ci fera partie des chefs-d'œuvre et ornera mes étagères. En mode me la pète. En mode, bon, je me la pète pas. Bon. Non, moi c'est typiquement le genre de film qui me plaît. Je pense que je me lasserai pas de le revoir plusieurs fois. Je pense aussi que c'est une nécessité, peut-être pour saisir à nouveau des détails. Et puis le fait qu'ils soient intéressants, effectivement, le fait que ça me parle, le fait que les thèmes évoqués soient contemporains ou non. Je trouve que non, c'est vraiment ce qui fait la richesse du film. Et aussi le sentiment un peu d'humanité, enfin, de vision, enfin, on dit visionnaire, je sais plus, mais bref. Non, c'est vraiment tout un ensemble qui fait que c'est vraiment typiquement le genre de film que j'apprécie de voir et que je reverrai sans nul doute. Maintes et maintes fois. Voilà. Oui, moi aussi je serais bref, mais c'est juste j'en ai apprécié le fond et la forme, en fait, globalement. Les deux m'ont capté vraiment à plein de niveaux à chaque fois. Et voilà, c'est un film justement humaniste, généreux, vraiment qui parle de l'être humain d'une manière, enfin qui traite, parce que ça ne fait pas que parler, il y a les images et le son, d'une manière vraiment pour moi, qui ne voit pas tous les films bien sûr, qui m'a vraiment séduit. Et c'était l'inédit en ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est un film qui raconte des choses touchantes de façon sophistiquée. Voilà. Bah, c'est touchante parce que ça traite d'humains et que nous sommes des humains. Voilà. Non, bah. Ça c'est du temps. Ça c'est du temps. Bon, sur ces belles paroles, bah, on vous souhaite une bonne soirée, puis à la prochaine, quoi. Oui, avec une prochaine découverte, quelle qu'elle soit. Allez, au revoir. Bonne soirée. Ciao. Non, c'est pas au revoir. Au revoir.